On est bon ? T'es prêt ? Je suis prêt. On y va. Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, des personnes travaillant par exemple le textile ou encore le bois, pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Jean-Michel Discala, artisan luthier installé à Sisteron. Bonjour. Bonjour. Donc, créateur de guitare jazz acoustique et qui redonne vie aux guitares et aux instruments à cordes pincés et frottés. Bonjour Jean-Michel. Et bonjour à tous. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit en préparant cette émission, c'est en quoi consiste ton travail de luthier, en quelques mots, pour introduire. Alors, le métier de luthier, la lutherie concerne les instruments à cordes donc pincés et frottés, donc tout ce qui est guitare, violon, violoncelle, instrument du quatuor, contrebasse, basse, instruments électriques, banjo, mandoline, sitar, enfin toute la famille des instruments à cordes en fait. Et donc il y a deux volets en fait dans le métier de luthier. C'est soit on crée, mais il y a aussi, il y a la création en fait d'instruments, donc fabrication, conception. Il y a du sur-mesure. On peut reprendre aussi un standard que tout le monde aime bien jouer et en faire quasiment une copie. Ou donc ça c'est le côté fabrication. Où il y a la maintenance, la réparation des instruments aussi. Voilà. D'accord. Donc on va faire une petite une chronologie, on va suivre justement ton parcours pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, ton métier de luthier. Tu es natif de la région ? Non, du tout, Marseille. Marseille ? Et lorsque tu étais, on va dire, plus jeune, à Marseille, est-ce que tu étais déjà attiré par la musique, la guitare ? Oui. Alors après moi c'est vraiment une passion qui s'est orientée vers tout ce qui était musique, fabrication d'instruments et donc faire de la musique. Mais j'ai toujours eu de tout petit, j'ai toujours aimé fabriquer mes propres jouets, dessiner, peindre. Alors je peignais à l'huile, pendant que les autres peignaient à l'eau. C'était un petit peu plus compliqué. Je peignais au couteau. J'allais voir un papy en fait qui habitait en face chez moi, qui lui était à la retraite à l'époque. C'était au début des années 80. Je devais être, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. J'allais dans son atelier, ça sentait l'essence de térébenthine, il y avait ce truc, ces chevalets, il y avait des tubes de peinture à l'huile partout, il y avait ces vieux pinceaux qui avaient peint des centaines de tableaux chez lui. Moi je trouvais ça fabuleux, cette ambiance, cette atmosphère-là. Et j'ai toujours été plus ou moins dans quelque chose de créatif. Mais en même temps, on imagine ce dont on a besoin, et en fait, je préfère me le fabriquer moi-même, en fait, plutôt que d'aller directement acheter quelque chose et me contenter de juste l'avoir, quoi. Tu m'as dit, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, que tu avais joué dans des groupes aussi, des groupes de musique, quand tu étais adolescent, non ? Oui, voilà. Alors ça, c'est bon. C'est l'histoire de pas mal d'ados qui le groupe s'appelait les Beatles, non, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Non, je suis pas aussi. J'allais dire, pardon pour eux, je suis pas aussi vieux que ça. Je suis né dans les années 70. Faut pas rêver non plus. Mais oui, pourquoi pas, tiens, j'aurais bien aimé être un Paul McCartney ou quelque chose comme ça. Oui. Ça c'est sûr, oui. Et c'était des groupes de jazz ? Du tout, non. Quand on est ado, on est un petit peu plus en colère et énervé, on se rend pas compte. Mais non, là c'était tout ce qui était hard rock, tout ce qui peut un petit peu porter la guitare et mettre cet instrument en avant. Avec les solos, ce son saturé, tout ça, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu ces groupes de prédilection comme AC/DC, Led Zeppelin, tous ces trucs là. Bon, c'est vrai que
ça m'a beaucoup inspiré. Et puis c'est un petit peu ce qu'on apprend aussi de manière générale quand on attaque la guitare électrique et qu'on est ado. La plupart des profs vont passer par ce registre et ce répertoire-là, en fait. Des choses, des accords assez simples, c'est ça? Oui, au c'est pas début. très compliqué, c'est très... il y a une partie quand même assez accessible et assez ludique au travers de ce type de travaux, de reprises, de ces groupes-là, en tout cas. En même temps, c'est très bien construit, enfin, sinon ça n'aurait pas fonctionné non plus. On ne connaîtrait pas encore Led Zeppelin ou Metallica ou AC/DC ou Motorhead. Mais il y avait ce côté un peu... c'est un peu l'apprentissage un peu quelque part de non conventionnel, donc on va pas dire l'apprentissage de la rue, puisqu'il y a eu quand même des profs derrière qui ont suivi, qui ont conseillé tout ça. Mais c'est dans le cadre, on va dire, c'est rock'n'roll, quoi. C'est rock'n'roll. Si on a envie de l'entendre comme ça, ce morceau, on n'est pas obligé de suivre exactement la partition. Ça va quand même fonctionner, ça va quand même marcher. Donc ça ouvre aussi à une interprétation personnelle de telle reprise ou de telle vision de groupe, quoi. Du coup, on va en revenir à ton métier de luthier et ce qui t'a amené à faire de la lutherie. Tu m'avais dit que tu avais rencontré des personnes, des artisans, que tu as justement accompagnés, et c'est dans cette optique que tu te formais à ce métier. Oui, avant de ça, j'ai quand même essayé seul de fabriquer des guitares, tout ça. Bon, parce que alors j'étais évidemment fan de guitare, et d'ailleurs merci à quelques collègues de m'avoir amené sur cette voie, de m'avoir fait essayer leur propre guitare chez eux quand j'étais gamin, ado, tout ça, et puis m'expliquer qui était Elvis, tout ça, enfin à fond, quoi. Oui. Pardon. Tu as gardé ces premières guitares que tu as créées seul? Non, je sais pas. Non. Ouais, la plupart n'ont pas fonctionné, donc évidemment. Mais bon, c'est pas grave. On tombe, on apprend. Enfin, c'était quand même une belle expérience. On arrive à quelque chose qui va ressembler à la guitare qu'on aimerait vraiment avoir, et puis au moment de la jouer, ça marche pas. Ça sonne pas. Ça fonctionne mal. Il y a des problèmes de fret, voilà, enfin, le bois, faut apprendre aussi, comment dire, pas à le maîtriser, mais à comprendre comment. Il y a une mécanique du bois, ça fonctionne, c'est vivant, ça peut bouger. Avant de l'utiliser, il faut le laisser sécher, tout ça. Donc il y a eu tout un process que j'ignorais à l'époque et tout ça. Et c'est donc là que sont intervenus quelques luthiers qui m'ont conseillé, qui m'ont montré comment on faisait un fretage. Là, je devais avoir 16 ans. Et puis je trouvais ça génial, je trouvais ça super intéressant de rentrer dans leurs ateliers, tout ça. Donc c'était vraiment un apprentissage un petit peu sur le tas, et puis c'était assez décousu dans les premiers temps, parce que y a quand même une chronologie pour apprendre aussi. Et là, comment dire, il y avait un peu c'est venu bien après le fait de rentrer chez un luthier et d'y aller tous les jours pour apprendre réellement le métier, apprendre cette chronologie, ces étapes dans l'ordre pour arriver à faire quelque chose qui va fonctionner à l'arrivée, quoi. Et tu t'es baladé un petit peu en France aussi et en Espagne, tu m'as dit, justement pour parfaire ce travail. Oui, c'est ça, ouais. Alors bon, au début, c'était France, région sud, j'allais voir tous les luthiers, je m'intéressais aux trucs, je regardais à droite, à gauche. Alors il y avait plusieurs spécialisations. Il y a des luthiers qui avaient, à l'époque déjà, eux faisaient de la guitare électrique, par exemple. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'avais pas trop idée non plus de ce que c'était une guitare. Moi, je jouais de la guitare électrique. Voilà, alors je vais faire des guitares électriques. Mais quand j'ai vu comment on fabriquait une guitare électrique, c'est du bois plein. Donc c'est beaucoup d'assistance mécanique, machine. Parce que c'est des grosses épaisseurs de bois, on peut difficilement le faire autrement. Et on finit par presque automatiser des mouvements avec les machines. Donc on prépare des gabarits, tout ça.
Donc j'ai vu ce côté-là en guitare électrique, j'ai vu des luthiers classiques, donc en guitare classique acoustique. Là, ça a été plus compliqué de les approcher parce que c'était encore une époque où on ne donnait pas son savoir comme ça, fallait montrer patte blanche. Ça a été très long, un peu décevant des fois, mais c'est pas grave. J'ai appris de ça aussi, de ces un petit peu de ces refus d'être pris dans ces ateliers-là. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des luthiers. De très très bons luthiers, vraiment excellents, en lutherie du quatuor, violoncelle et contrebasse. Et là j'ai vu des instruments que j'aurais jamais soupçonné que c'était si beau, de voir les étapes jusqu'à la finition du bois avec les vernis fabriqués à l'ancienne. Je veux dire, voilà, on fabrique ses propres vernis, on fabrique ses propres colles, et ça comporte énormément d'avantages aussi parce que c'est extrêmement propre. Il n'y a pas de la chimie, il y a une chimie qui est pratiquée, mais elle n'est pas nocive non plus pour l'environnement ni pour nous, quoi. Pas besoin de masque, juste une paire de gants pour pas se tacher. Ça sent bon, les essences sentent très très bon, quoi. C'est excellent. Et tu as commencé par les instruments à cordes pincées, c'est ça? Cordes frottées. Cordes frottées d'abord. D'accord. Un petit tour d'horizon sur les violons, j'en ai fabriqué, et puis après je me suis mis à fabriquer des guitares de jazz archtop, parce que dans ce même atelier il y avait un luthier qui était spécialisé en guitare de jazz, et qui ne faisait que de la archtop et présentait ses modèles, faisait très peu de réparations finalement. Et ça aussi, c'est soit on fabrique ou normalement soit on répare. Mais faire les deux, c'est compliqué au niveau de l'agencement du temps, des outils. Et il produisait énormément enfin, il produisait pas mal de guitares quand même en jazz. Et elles étaient absolument merveilleuses. C'était magnifique à voir. Le travail, c'était fin. Et ça, c'est. Je suis tombé amoureux de ces guitares-là, ces guitares de jazz archtop, donc. Qui sont très inspirés de la lutherie des violons, donc c'est généralement les guitares qui ont une caisse bombée sur la table d'harmonie, le fond aussi, qui ont des ouvertures en F, et c'est très inspiré de la lutherie classique italienne. C'est très très fin, très très beau. Il y a beaucoup de marqueterie, des filets, il y a de la sculpture, enfin c'est vraiment un autre niveau, un autre monde, quoi. En quelle année tu as... Donc ensuite, là, tu t'es formé un petit peu partout avec tous les artisans luthiers, tu t'es baladé un peu partout. Tu as senti que tu étais bien prêt pour ce monde de la lutherie. Oui. En quelle année tu as ouvert ton... Alors je sais pas comment on dit, un local, un établissement Je crois que les premières guitares que j'ai fabriquées, c'était en 2005. 2005, ouais. Aux alentours entre 2004 et 2005, quelque chose comme ça. Et donc c'était à Sisteron ou... Non, là j'étais... je pense que j'étais encore à Marseille à l'époque. Après je suis parti faire un petit tour d'horizon avec quelques ébauches de guitares que j'avais fabriquées. Je suis parti pour Madrid pendant presque un an. Et après je suis revenu en France. D'accord. Voilà, je faisais pas mal de voyages, d'allers-retours. J'avais rencontré un luthier, alors j'étais allé, j'avais envoyé plein de CV, de lettres de motivation sur Madrid, un peu à tous les luthiers. Il y en avait au moins, il doit y en avoir à peu près une quarantaine, enfin à l'époque en tout cas. Et je suis arrivé là-bas, donc j'ai eu aucune réponse, en tout cas positive. J'ai eu, je crois, sur les 40 CV envoyés, j'ai eu 3 réponses négatives. Et les 3 qui se sont donné la peine de me répondre, je leur ai renvoyé un courrier en leur disant « C'est très gentil, j'apprécie fortement le fait que vous m'ayez répondu, mais je viendrai quand même vous rencontrer en personne. » Et sur les 3, il y en a un qui m'a fait une petite place dans son atelier, juste pour que je puisse continuer à apprendre et travailler. Et donc ça, c'était en 2005, c'est ça? Ça c'était en
je dirais 2006, 2007, je sais plus. Oui, dans ces eaux-là. Alors, et le seul donc du coup qui m'a appris, Carlos. Bonjour Carlos. Salut Carlos. Lui m'avait fait une petite place dans son atelier. Au début, je comprenais rien du tout à l'espagnol. Enfin, c'était, il y avait même l'écart de la langue. C'était énorme. Et lui, c'était un des seuls luthiers qui faisait tout ce qui était guitare électrique, folk, guitare jazz. Et il faisait énormément de réparations. Donc j'ai vu beaucoup de choses passer, de très belles guitares. Et il s'occupait vraiment de ce milieu un peu. Il était assez rock'n'roll lui-même. Je me souviens, il y avait même un canapé dans l'atelier. De temps en temps, il faisait sa sieste. Moi, j'avais du mal au début avec les horaires un petit peu décalés de la façon. C'est une culture qui est un petit peu décalée au niveau des horaires. Ils ouvrent tard le matin, ils ouvraient à 11h, ils ouvraient, ils faisaient une petite pause à 15h, ils reprenaient, ils travaillaient jusqu'à 20h. Voilà, là-bas, ça fonctionnait comme ça. Et le premier jour, moi, je suis allé devant son atelier, je suis arrivé, il était 8h30. J'ai un peu attendu. Je me rappelle, c'était l'hiver, j'avais 2 ébauches de guitare dans des étuis que je trimballais un petit peu de luthier en luthier, et j'ai attendu peut-être 3 heures avant qu'il soit là. Je désespérais complètement. C'était l'hiver, il faisait froid en plus. Enfin, c'était. Enfin voilà. Donc maintenant, on va ouvrir les portes de ton atelier, et les personnes qui ont la vidéo voient qu'il y a un objet derrière toi. C'est une guitare. Et j'aimerais qu'on, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce monde de la lutherie et justement la confection d'une guitare, j'aimerais qu'on aborde toutes les différentes étapes. Donc on va installer la guitare à un autre endroit, et ensuite tu vas nous expliquer les différentes étapes de la confection d'une guitare. Donc nous revenons dans quelques instants. Vous écoutez le micro des artisans sur KTB Radio. Donc me revoilà avec du coup là maintenant une guitare un petit peu ancienne qui date de la fin des années 40. Bon, c'est pas une de mes fabrications, mais c'est une guitare que j'aime énormément, qui a un très très joli son. C'est une guitare de jazz manouche, et typiquement de cette époque-là, on a vraiment un son très très marqué, très particulier pour ce style musical. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter un petit peu, donc en gros, ce que c'est une guitare, puisque beaucoup de gens ignorent le vocabulaire usuel employé par les luthiers. Donc on a au niveau de la caisse, c'est simplement une boîte. Très jolie boîte, ceci dit, avec des belles courbes, tout ça, avec une élégance aussi, une espèce de recherche aussi bien esthétique que ergonomique. Donc on a un fond, on a les côtés de la guitare qui représentent en fait, qui vont donner la forme, ça s'appelle les éclisses, et sur le dessus on a la table d'harmonie. Ça c'est une première partie qui concerne la caisse. L'ouverture qu'on a peut varier, soit alors pour une manouche on est un peu dans comment dire, l'esthétique de l'époque. On était beaucoup dans les ovales, donc on a ce qu'on appelle une grande bouche ou une plus petite bouche qui va être ovale dans ce sens-là. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la guitare, ça c'est des choses qu'ils ont sûrement déjà vues, d'autant plus que ça a été un petit peu une mode ces 10 dernières années, voire 15 dernières années. Donc on a une première partie, ce qu'on va appeler communément la caisse ou le corps de la guitare, et après le manche sur lequel est placée la tête avec les mécaniques qui permettent d'accorder, les frettes et les repères. Voilà. Après, pour que tout ça fonctionne, il faut que évidemment les cordes soient tendues entre 2 points, donc un point haut qui sépare les cordes donc entre elles sur la caisse, un point pour les tenir sous tension, et à l'arrivée un deuxième point ici au niveau de la tête, entre la tête et le manche, qui s'appelle le sillet. Donc ça aussi qui permet aussi de les maintenir à une certaine hauteur et un certain espacement les unes entre les autres.
Voilà, alors, comme je l'ai dit, je vais pas vulgariser non plus le boulot de luthier, le métier, mais c'est simplement une boîte. Bon, il se passe des choses aussi à l'intérieur. Il y a des barrages qui permettent à la fois de maintenir les pressions ou tensions des cordes sur la table d'harmonie. Et en même temps, une deuxième fonction de ces barrages qui permet aussi d'orienter et d'équilibrer en fait le son. Alors pour des guitares qui sont typiquement des guitares de jazz manouche, on entend et on recherche un petit peu un son qui va être assez haut médium, un peu nasillard sur les graves. On n'a pas des basses très profondes, on a des basses assez hautes. Par rapport à une folk, on verrait une énorme différence. Et les aigus aussi, c'est pas des grosses hauteurs de cordes. Donc en fait, c'est une guitare qui va un peu quelque part sonner un peu comme si un peu comme c'est un peu pincé comme son, et c'est ce qui va permettre justement de jouer ce genre d'enchaînement. C'est très très puissant, très percussif. Et du coup, on n'a pas vraiment de durée de notes. C'est des instruments qui sont relativement très légers aussi, généralement. Donc, ils n'ont pas énormément de sustain, de durée de notes. Voilà. Après, au niveau de la fabrication, là, on est sur une table d'harmonie, donc le dessus, c'est toujours un résineux. Là, on peut avoir soit du cèdre ou de l'épicéa. Le plus couramment utilisé, c'est quand même l'épicéa, qui fait référence aux instruments du quatuor, qui étaient fabriqués en érable, manche, éclisse et fond, et toujours la table en épicéa. L'épicéa étant un bois très sonore de par sa légèreté et de sa flexibilité. Et on a aussi le fil du bois qui va être très droit et très long en fait. Et ça demande aussi des coupes pour la lutherie qui sont très particulières. On prend des coupes dites sur quartier, alors qu'un menuisier, lui, va se contenter d'une coupe sur dos. Ça, c'est pas très compliqué, mais il me faudrait un petit schéma pour expliquer un petit peu tout ça. Là, on touche à la mécanique du bois, ce qui va apporter en fait la possibilité de travailler sur de très fines épaisseurs, ce dont on a besoin pour avoir un instrument relativement léger, et en même temps avoir une résistance mécanique par rapport aux pressions ou aux tensions des cordes qu'on va exercer sur cette fameuse boîte, donc la caisse. Donc bon, enfin, ça donne un petit peu des sons assez sympathiques. Comme tu as la guitare dans les mains, et comme tu es prêt à jouer, je t'avais demandé au préalable, parce que je demande toujours aux invités de choisir 3 chansons, et tu m'as dit pourquoi 3 chansons alors qu'on pourrait faire un petit truc en direct. Donc si ça te tente de jouer une petite chose, la chanson que tu veux, une création, une improvisation, une improvisation de quelques heures par exemple, quelques minutes. Alors, ou une chanson, comme tu sens. Oui, alors après je pourrais dire, pour développer aussi, j'ai entre les mains un merveilleux instrument, une guitare de jazz typiquement manouche, mais c'est pas ce qui pourrait m'empêcher de jouer autre chose avec. À moi de trouver un petit peu aussi ce que l'instrument a envie d'exprimer, c'est-à-dire l'instrument va me proposer ou m'imposer un son, une façon de jouer
qui va moins m'inspirer. Je suis pas obligé de jouer du jazz manouche. Ça va fonctionner, mais voilà, par exemple, bon, ça c'est typiquement un morceau de Django Reinhardt. Bon, c'est pas évidemment le plus connu, la minor swing. Bon, et on s'attend à ça avec ce type de guitare. Après, je peux très bien jouer un rock'n'roll ou un blues, ça va très bien fonctionner aussi. Un petit rock'n'roll ? Un petit rock'n'roll. Je sais pas, par exemple, il y a un petit peu. Alors j'aime bien tout ce qui est un petit peu rockabilly aussi. Je pensais à quoi ? Peut-être Mystery Train ou... un petit tour d'essai, voilà, juste pour montrer, plutôt que de jouer des morceaux, bon, bah, c'est très sympa, mais à quoi peut servir une guitare ? J'ai envie de dire, à vous de trouver ce que la guitare a envie de faire, et vous, ce que vous voulez faire avec, c'est simplement un outil qui permet de jouer. Non conventionnellement, je pourrais très bien taper dessus aussi et m'en servir de percu. Bon, ce serait un peu triste de ne pas entendre les notes, mais il y a pas mal de guitaristes qui jouent comme ça aujourd'hui, qui s'aident en tapotant sur la guitare ou en faisant des rythmes, en jouant que d'une main ici et... On peut très bien faire ça peut très bien donner quelque chose. Il y a des gens, des musiciens qui ont utilisé leur guitare un petit peu dans ces conditions-là. Je pensais par exemple à Kezia Jones, qui lui a une manière. Alors il avait fait cet album dans les années 90, Blue Funk is a Fact, qui est carrément génial parce que il y a rien de plus simple, mais ça sonne. Lui il est là. Voilà, c'est vraiment là on n'est plus sur de la guitare justement utilisée comme un outil. On peut faire autre chose, il va y avoir des notes, une harmonie, quelque chose, mais on peut aussi taper dessus, ça va donner de la percussion. Ça s'approche aussi du flamenco où on tape sur la guitare, où il va se passer des choses. Il y a des guitaristes modernes là, depuis quelques années qui justement, alors je pensais à John Gom par exemple, je crois qu'il est anglais et qui est carrément excellent. Il a travaillé sur son instrument, je crois que là il s'est fait faire des guitares maintenant chez Ibanez, mais à l'époque il avait complètement bidouillé sa guitare, accordé avec un truc, j'avais jamais vu ça avant, c'est pas des accordages conventionnels, il a changé 2 clés de mécanique au niveau de la tête pour y avoir accès et faire sonner des harmoniques un petit peu comme ça et avoir vite accès à un accord différent. Bon, en plus, le gars il a rodé son truc, il a fait un travail extraordinaire là-dessus parce qu'il chante en même temps, il joue, il est capable de prouesses techniques, de soliste, de virtuose, c'est énorme. En même temps, il y a une harmonie qui
il ne manque rien. À lui tout seul, il fait guitare, basse, batterie, chant, et il manque rien à son morceau, c'est parfait, et il est tout seul. Voilà, donc ça c'est un gros travail, je pense, de préparation, de synchronisation des mouvements, à quel moment on va être capable de faire ça, et de jouer. Bon, non, moi j'en suis absolument pas capable, mais j'ai trouvé ça fabuleux. C'est vraiment, la guitare, c'est pas qu'une guitare à ses yeux, c'est devenu un outil qui permet d'exprimer ce qu'on a envie. Je trouve ça assez intéressant comme concept. On n'est pas enfermé dans quelque chose qui va être à tout prix cadré et défini. Eh ben merci beaucoup Jean-Michel pour ce petit moment acoustique, ces différentes possibilités de la guitare aussi, et la confection, les différentes étapes de confection de la guitare. Donc je pense que tu vas reprendre ta place à côté, on va mettre ta guitare à côté de toi, et puis on va reprendre l'émission dans quelques instants. Tous les mercredis et les samedis à 17h, retrouvez l'émission Comment ça va, présentée par Michel Philippot. En compagnie de ses invités, Michel Philippot abordera les thèmes sociaux, économiques ou encore politiques. Comment ça va ? C'est tous les mercredis et les samedis à 17h sur KTB Radio. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Jean-Michel Discala, artisan luthier installé à Sisteron, qui crée des guitares de jazz, restaure toutes les guitares et également les instruments à cordes frottées et pincées, c'est ça. C'est ça. Je me suis pas trompé. Donc, en fait, ça comprend un petit peu tout ce qui est instruments à cordes. Donc on peut avoir, j'ai des ukulélés des fois, j'ai des banjos, mandolines des aussi. Alors j'aime bien les mandolines et les mandoles aussi, c'est assez sympa parce que c'est des instruments, on va dire d'une autre, je vais pas dire époque, mais bien que ce soit vrai, mais c'est des instruments c'était une autre mode à l'époque. C'était les instruments les plus répandus en fait. Il y avait beaucoup de mandolines dans plein de maisons. Tout le monde n'avait pas télé, radio, tout ça. Donc pour écouter de la musique, il faut quand même se replacer dans ce contexte-là où beaucoup de gens avaient un petit violon jusqu'à dans les années 30. Tout le monde avait un petit violon, une petite mandoline, voilà. Après, la mode a fait que, c'est beaucoup plus facile d'apprendre la guitare que le violon quand même. C'est un instrument qui est très précis, le violon qui demande beaucoup de dextérité. La guitare aussi, mais peut-être pas autant. Et la guitare, c'est beaucoup plus ludique aussi. Et on a passé de mode, il y a eu beaucoup plus de guitares d'un coup à partir des années 30, 40. Ça a changé un petit peu pas mal les choses. Il y a eu l'arrivée du jazz aussi, du blues en premier. Enfin, ça a été tout un cheminement qui a amené cette culture qui a un petit peu changé d'outils. Encore une fois, j'utilise ce mot, mais j'aime bien ce mot outil parce que ça laisse pas mal de liberté. Tu fais des formations également pour les personnes qui souhaitent créer une guitare, c'est ça ? Oui, alors c'est des formations privées. J'appelle ça un stage de fabrication de guitare, c'est-à-dire qu'en fait la personne vient, s'inscrit dans mon établissement, fabrique sa guitare sous ma direction et repart avec en objet souvenir et pour pouvoir la jouer. Donc c'est assez sympa, ça crée des fois des vocations, ça ouvre à autre chose, ça demande de la minutie, donc les gens apprennent aussi à avoir de la patience. On discute pas mal sur le bois, il y a une partie qui est aussi dans ma responsabilité d'avoir choisi ce métier-là. Je mets aussi un point d'honneur à ne pas participer à la déforestation, à utiliser des matériaux propres et à avoir une bonne traçabilité par rapport à ce que j'utilise. C'est-à-dire que moi, ce que je vais transmettre, c'est très bien. Ok, je peux juste me contenter de dire, il va faire sa guitare. On se moque un petit peu de comment
d'où vient le bois. Tiens d'ailleurs, histoire que moi ça me rapporte plus, je vais prendre du bois qui vient de je sais pas trop où, c'est pas très grave, j'ai pas les vraies factures, les machins, le truc, je me moque un peu de la forêt. Non, je vais aussi transmettre ce côté un petit peu respect de l'environnement, je vais pas dire écologie, mais plus le respect de ce qu'on utilise comme matériaux et comment on les transforme et à l'arrivée à quoi on aboutit avec. Et tu travailles avec, par exemple pour le bois, tu travailles avec des personnes de ta ville, du coin, du local ? Non, pas pour le bois, parce que je ne trouverai pas du tout ce que je cherche. Il faut que le bois pousse quand même dans des régions un petit peu plus froides que là où on est actuellement. Donc c'est plus le bois vient plus du Jura ou des Vosges ou ce genre de région pour que justement, alors le bois dans une région froide va pousser plus lentement et du coup va avoir un fil de bois beaucoup plus dense et serré, et ça va plus m'intéresser pour le son. Bon, ça c'est simplement comme ça que fonctionnent les luthiers. Après justement je parlais de traçabilité pour ne pas participer à la déforestation. Ça c'est mon engagement personnel et ça reste très personnel, mais donc à choisir des bois déjà donc je sais d'où ils viennent, je sais dans quelles conditions ils ont été coupés. Effectivement je les paye beaucoup plus cher que dans n'importe quelle scierie où je pourrais éventuellement trouver quelque chose qui me conviendrait pas vraiment. Mais là, c'est vraiment un métier à part entière que font ces gens-là en sélectionnant l'arbre, en attendant, en se disant tiens, là, c'est pas le bon moment pour le couper, on va attendre peut-être cette lune-là, parce que ça fonctionne comme ça aussi, pour que le bois puisse durer dans le temps, qui n'attrape pas justement de parasites, tout ça. Il y a des périodes où on peut le couper, d'autres, c'est un peu risqué. Et puis c'est des bois spécialement réservés à la lutherie, ça aussi c'est important. Donc là je vais voir des artisans bûcherons luthiers. Ah oui. On va appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment c'est une spécialisation vraiment très complexe. Faut connaître la forêt, on coupe pas n'importe quoi n'importe comment. Ils savent. Alors ils ont leur truc, hein, ça je ne sais pas comment ils font, mais ils ont leur truc pour savoir si le bois va sonner, si c'est le bon moment. Ils plantent une petite baguette, une tige en fer sans abîmer le bois. Ils la font résonner, un peu comme un diapason sonnerait sur une planche de bois. Et là ils savent si c'est le bon moment. Et ça t'intéresserait toi d'en savoir plus sur ça Ah bah oui, ça m'intéresserait. Enfin, quoi qu'il arrive, de toujours en savoir plus dans ce métier-là. Après on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir faire. C'est leur savoir-faire à eux. Moi je suis en confiance avec donc c'est mes fournisseurs. Je suis en parfaite confiance avec eux et en parfait accord parce que justement c'est de grands bûcherons musiciens. Tu m'avais parlé aussi également des différentes notions pour le travail de luthier. Tu avais parlé justement pour le vernis, avoir une notion de chimie. Oui. Alors, c'est par rapport à... Voilà, tout à l'heure, on parlait un petit peu au tout début de mon parcours, comment j'en suis venu à... Alors moi, j'ai commencé par le dessin, tout ça. Après un peu de peinture, après un petit peu de sculpture, après un peu la confection de mes propres jouets, parce que j'aimais bien ça, tout ça, avant de commencer à faire des guitares qui ne fonctionnaient pas. Hein. Bon, soyons bien clairs. Mais en fait, je retrouve tout ça au sein de la lutherie, parce que dans la lutherie, il y a du dessin, il y a de la lecture de plans, bien entendu, il y a de la musique, il y a de la lecture de notes, il y a de la théorie musicale, il faut comprendre aussi un petit peu les capacités techniques d'un instrument. Mais au-delà de ça, dans la confection, il y a les vernis, c'est de la chimie. L'école, pareil.
un luthier en instrument du quatuor, et c'est là que moi j'ai appris plus sur les violons, les violoncelles et contrebasses. Et ce savoir, je l'ai mis à disposition de la guitare de jazz, mais c'est un transfert de données en fait. Donc je procède vraiment comme un luthier italien va travailler ses violoncelles ou ses violons. Je l'ai adapté à la guitare, donc je vais la plupart du temps fabriquer mes propres colles, mes propres vernis à base de gomme laque, résine, donc c'est des résines qui sont que je dissous dans l'alcool. C'est des alcools à vernir, hein, rassurez-vous. Surtout ne pas essayer de faire un apéro avec, ça brûle un peu quand même. Il y a de la géométrie, il faut avoir des notions de géométrie, il y a des notions de mathématiques, il y a des sculpture aussi. De sculpture. Il faut savoir affûter ses outils. On travaille aussi d'autres matériaux que le bois. On travaille la nacre pour la marqueterie et la filetterie. On travaille l'os. Ça peut arriver de travailler des matériaux anciens aussi, qui sont plus trop à la mode, parce qu'il y a aussi une éthique et un problème d'éthique. Je pense à l'ivoire, la corne, l'écaille. On peut travailler les métaux aussi, on peut travailler sur le tournage de bois avec un tour à bois. C'est vraiment un métier où on va toucher un tas d'éléments et un tas de disciplines en fait, et le tout va se rassembler au sein de la lutherie. On va mettre tout ça en œuvre. On fabrique aussi nos propres outils, on les adapte en fonction des mouvements qu'on a. Il faut imaginer, il faut avoir un peu d'imagination pour dire tiens, comment je vais faire pour aller creuser ce truc là qui est en plein milieu du machin du truc. Voilà, donc il faut avoir un peu un esprit un petit peu ingénieux des fois pour se trouver des petites astuces, comment accéder à tel truc. Il y a une histoire de chronologie, donc de patience. On fait les choses avec une certaine, dans un ordre bien précis, parce que il y a des fois on a trop avancé sur une pièce, mais du coup on peut plus s'en servir pour la placer à l'endroit où elle devait être à la base. Il y a tout un tas de trucs. C'est très complet finalement comme métier, parce qu'on travaille tout un tas de matériaux et dans une optique bien particulière. Et donc toi, tu t'es spécialisé dans la création de guitare jazz. Ouais. Pourquoi la guitare jazz? La guitare de jazz. Grande question. Alors déjà, la guitare de jazz, c'est une guitare acoustique, comme tant d'autres. Donc moi, j'étais plus intéressé par l'esprit du son à l'état pur. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'amplification, tout ça. Après, on les équipe ou pas, mais je vais d'abord m'intéresser au son premier de la guitare, à ce qu'elle veut exprimer, à son état naturel, c'est-à-dire l'acoustique de l'instrument, avec la caisse, avec tout ce que ça comporte, la vibration des cordes et tout ça. Et puis, alors je savais pas vraiment ce que c'était une guitare de jazz jusqu'à ce que j'en vois et que vraiment je tombe amoureux de ces reflets de lumière, parce que justement, alors c'est pas une guitare que j'ai fabriquée, celle-ci, bien entendu. Celle-ci est assez ancienne, mais vous voyez par exemple, puisque là on est aussi filmé, j'en profite, vous voyez la lumière, elle réagit de manière élégante en fait en fonction des courbes, et c'est ça moi qui m'a marqué. Il y a une recherche esthétique que je n'ai pas trouvée sur les autres guitares acoustiques, donc comme les folk ou les classiques, qui restent de très très belles guitares, de très beaux instruments, mais là on a quand même quelque chose de... Le mot le plus fort là-dedans, c'est l'élégance des courbes. C'est très très doux au toucher.
de sentir un ventre. C'est quelque part très sensuel, c'est très, je vais dire, c'est même presque féminin, tellement c'est élégant au niveau des courbes, c'est très beau, c'est très raffiné. Il y a de la marqueterie qu'on ne trouve pas autant, il y a de la filetterie, il y a des incrustations de nacre souvent sur les têtes d'instruments, là où sont signées les guitares d'ailleurs c'est découpé la plupart du temps dans de la nacre. Et c'est incrusté dans le bois. Il y a de la filetterie autour des têtes, autour de la caisse, autour de la tête, autour du manche et de la touche. Et puis il y a cette lumière, cette élégance, il y a ces F qui sont très élégants, ces ouvertures d'où viennent le son. Voilà, ce mot élégant m'a beaucoup accompagné en fait dans mes recherches et dans les dessins et des plans que je faisais quand j'imaginais un instrument. Voilà, je voyais vraiment cette élégance un petit peu. C'est le mot qui a porté un petit peu mes recherches en fait. Je suppose que les techniques ont évolué, les techniques de lutherie au fil du temps, de l'histoire. Oui, ça j'ai envie de dire. Pas trop, non? Ça dépend de quelle manière on le voit. C'est le temps et la rentabilité qui fait évoluer les choses. Moi, ça m'empêche pas de continuer à faire les sculptures du fond de la guitare ou de la table d'harmonie. Je préfère les faire à la main. Il y a toujours moyen de faire plus vite. On peut utiliser une toupie, une défonceuse, des gabarits, des guides, tout ça. Moi, j'aime le faire... alors, je sais parfaitement ce à quoi je veux, ce que je veux retrouver à l'arrivée, comme type de courbe, tout ça, mais je laisse un petit peu de liberté durant la création. C'est-à-dire, j'ai un plan, je vais le suivre, ok, mais ma main va me laisser aussi apprécier ou pas ce que je vais former. Et puis le bois, il faut le laisser aller aussi un petit peu. Par exemple, quand je cintre les éclisses à la vapeur, je vais pas... alors, c'est... on donne la forme en chauffant le bois à la vapeur, en lui donnant donc une certaine température. On arrive à peu près à une centaine de degrés. Et là, le bois devient... d'un coup, il prend une structure qui est très élastique en fait, et il va se tordre, on peut le modeler, jusqu'à un certain point bien entendu, faut pas non plus le casser et trop le contraindre justement, et donc quelque part le laisser aller à ce qu'il lui a envie de faire dans un premier temps. Après je peux revenir dessus et accentuer la courbe, mais il y a toujours ce respect du matériau qui va faire que oui, mais là c'est bien. Là elle est bien comme ça, là. J'irai pas plus loin. Voilà. Ça m'empêche pas de suivre non plus mon plan et mon idée première, mais je vais aussi faire avec ce que le bois veut bien faire et veut bien m'apporter. Alors on a parlé de ton passé, ce qui t'a amené à la lutherie, ton présent, les techniques, le savoir-faire que tu as. Et le futur, est-ce que tu as des projets ou des envies liées à la lutherie? Oui, beaucoup, oui. Seulement une dizaine, tu peux nous en dire seulement une dizaine? Ça va faire beaucoup, ça va prendre énormément de temps là. Non, mais disons me spécialiser de plus en plus dans la lutherie jazz archtop. Vraiment ne plus faire que quelques modèles, en créer un nouveau aussi, qui serait très en rapport avec la lutherie classique, des violons et des violoncelles. Quelques nouveautés, quelques dessins. Au niveau de là où je suis actuellement, donc là actuellement moi je suis sur Sisteron,
D'ailleurs, c'est une très très belle ville, je trouve, hein, alors il y a environ 7500, 7800 habitants, je sais plus trop. J'aime bien un petit peu c'est une petite ville finalement, et qui est très riche en histoire et en culture. Je trouve ça très chouette d'être dans une ville un petit peu quelque part à caractère médiéval, puisque il y a tout qui s'y prête. Et j'ai rencontré par exemple des gens qui sont vraiment géniaux. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui fabrique des Mediator, qui est dans le coin, un autre directement sur Sisteron qui fabrique des micros, pour guitare électrique pour la plupart. Là il s'est mis à me fabriquer un petit peu, puisque on collabore pas mal en ce moment, des micros vraiment pour équiper mes guitares, donc faire du local à l'avenir, de plus en plus centré sur un minimum de distance et de kilomètres, justement pour faire quelque chose qui est fait ici, qui naît ici, et pas que de moi, qui par la collaboration on fait du local, pas besoin d'aller favoriser un commerce à distance, aller chercher la pièce qui vient de l'autre côté du monde parce que elle est moins chère. Tant pis, ça a une valeur, je pense, de fonctionner comme ça. Et puis il y a le côté humain. Moi, je me régale à discuter avec ces collègues là. Ils sont très chouettes. C'est carrément génial. Enfin. Justement, où se trouve ton atelier, Alors, mon atelier est basé là depuis 3 ans. En fait, j'ai déplacé mon atelier alors en pleine crise Covid. Je me suis dit, tiens, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce que je risque ? Donc avant, je faisais ça dans mon atelier privé chez moi, au rez-de-chaussée de ma maison. J'avais pas de vitrine. Je voyais très peu de gens, tout ça. Et je me suis décidé, en plein milieu, comme ça, de dire, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Pas grand-chose. C'est peut-être le moment où on remet tout en question, et puis on y va, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver, franchement ? Et du coup, je me suis décidé à prendre une boutique avec vitrine, dans laquelle je peux exposer. On me voit travailler, il y a ce côté un petit peu ludique. Moi, n'ayant pas fait d'études académiques en lutherie, pourquoi, sans vulgariser le métier, pourquoi en faire quelque chose de secret qu'on ne voit jamais, ou qu'on gardera avidement Non, on peut me voir travailler, c'est agréable, je m'arrête, je pose, ça sent bon, ça sent la colle. Bon, des fois, il y a des colles qui sentent pas très très bon, les colles anciennes, ça pue, mais c'est pas très très grave, je veux dire, il y a ça sent le bois, là, ça sent les vernis, ça sent le benjoin, c'est très agréable. On me voit sculpter, on me voit raboter avec ma vieille varlope ou avec mes gouges quand je fais de la sculpture de table. On me voit régler les instruments. Enfin voilà, il y a un côté un petit peu plus, donc moins secret, je l'ai déjà dit. Donc c'est un atelier, une boutique atelier, c'est ça ? Voilà, c'est une boutique et atelier en même temps. Ça m'empêche pas de tenir propre ma devanture et mon entrée, même si je fais des copeaux, mais je nettoie tout le temps. On peut donner l'adresse, hein. Oui, bien sûr, oui. Donc c'est au 161 rue Droite, en plein cœur du centre-ville de Sisteron. C'est une rue semi-piétonne, donc c'est vraiment très agréable. Je suis très très bien placé en plus. Il y a une belle lumière. L'emplacement géographique est rêvé. Voilà, ça, il n'y a pas à dire. C'est carrément génial. Il manque 2-3 agencements dans l'atelier même, mais bon, ça c'est pas très grave, je fais avec. Faut faire attention à l'humidité, ça j'ai eu quelques problèmes pour maîtriser justement les taux d'hygrométrie, température, parce que tout Sisteron est bâti sur de la roche, c'est un gros rocher. Il y a la Durance qui est juste à côté et en dessous.
Donc ça remonte un petit peu par capillarité, enfin, il y a eu quelques soucis, donc il a fallu que j'agence un petit peu différemment, que je fasse une extraction d'air, un courant d'air continu, et je suis arrivé à maîtriser justement un petit peu ces éléments qui permettent de faire des vernis corrects, sans altération, que le bois ne bouge pas non plus, ça c'est quand même important. Mais voilà, il y a un peu cette volonté de sortir un petit peu des ateliers où on ne voit rien, où il faut prendre rendez-vous avec la personne concernée, le luthier, et hop, c'est notre boulot. J'ai du tourisme, c'est rigolo. Bon, après c'est sûr que des fois c'est un peu pénible, mais on fait quand même de belles rencontres, au-delà de raconter alors c'est quoi une guitare, bah vous voyez, alors c'est ça, mais pourquoi vous avez fait les questions de base un peu pénibles et rébarbatives. Au-delà de ça, il y a quand même de très très belles rencontres de gens qui voyagent, qui sont là et qui s'intéressent, de musiciens qui sont en vacances, qui prennent du bon temps, qui s'attendaient pas à avoir ça d'un coup. Ils veulent rentrer, c'est génial, et puis on joue un peu ensemble, c'est rigolo, ça aboutit à de très belles amitiés. Et vous serez accueillis avec un grand sourire. Oui, pour la plupart du temps, oui, je suis assez souriant. Je confirme. Comment on peut te contacter ? T'as des réseaux mail, sociaux, site internet, téléphone, page jaune. Page jaune. Oui, ça existe Minitel, encore. Non. Non, Minitel, c'est... Non, pas Minitel, non. J'ai pas fait le nécessaire. Ton site, par exemple, l'adresse de ton site L'adresse de mon site, c'est... je sais plus, ça y est... ça devient le mode... Discala Jazz Guitars .fr, sur lequel on trouve mon contact, l'accessibilité géographique, le téléphone, le mail, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Merci Jean-Michel Discala d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion, ses techniques et son savoir-faire. Merci pour ton sourire également et ta bonne humeur. Merci beaucoup à toi Jean-Michel. Merci pour ce petit moment acoustique également. C'était très, très sympa. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire à Jean-Michel si vous avez des guitares jazz à restaurer, ou simplement des questions, ou si vous voulez le rencontrer. Écrivez-lui, allez dans sa boutique, vous serez accueillis avec un grand sourire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Jean-Michel Discala, artisan luthier. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Merci Romain, merci à tous, au revoir.